d'identification des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. L'opération a été lancée aujourd'hui à Ségou par le Premier ministre. L'approche du gouvernement vise à mieux gérer les salaires et aussi les carrières des agents à travers un logiciel d'identification. La coopération Mali-Chine est scellée un 25 octobre 1960. Elle a donc 63 ans. Les deux pays entretiennent des relations dans plusieurs secteurs. En ce qui concerne la médecine, la Chine est à sa 28e mission au Mali. Les médecins chinois ont beaucoup contribué à la santé des populations maliennes. Koumba Sissé nous parle de cette belle coopération ce soir. Sport football, la CAN Côte d'Ivoire 2023, c'est pour bientôt remporter le trophée continental. C'est l'objectif du Mali. Le ministère en charge des sports vient de donner le ton de la mobilisation pour une participation générale du Mali à cette fête footballistique du continent. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour commencer, rendons-nous à Ségou où a eu lieu ce matin le lancement de l'opération d'identification des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. L'opération vise à mieux gérer les salaires et les carrières des agents à travers un logiciel d'identification. La cérémonie a enregistré la participation de plusieurs ministres et gouverneurs. C'était sous la présidence du Premier ministre. Les détails avec Alouseni Touré. L'opération d'identification des agents des fonctions publiques d'État et des collectivités est une formidable opportunité pour les gestionnaires des ressources humaines de ces entités de mieux cerner les contours de cette gestion pour une plus grande efficacité, aussi bien en termes de salaire que de point de vue de la gestion des carrières. Dans le cadre de la refondation de l'État, le gouvernement de la République du Mali a initié le projet dénommé Système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales, SIGRH. La mise en œuvre du projet comportera 4 phases, à savoir le développement du système de gestion intégré des ressources humaines, le lancement et l'enrôlement des agents, l'intégration des données biométriques et la production des cartes d'agents. La mise en place de cette opération est une recommandation forte des Assises nationales de la refondation. Le projet SIGRH, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement de transition, est une forte recommandation des Assises nationales de la refondation, recommandation traduite en actions concrètes sous l'impulsion de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Conformément au chronogramme revu du projet SIGRH, dont le délai d'exécution a été prolongé en février 2024, sa mise en œuvre comporte 3 étapes comme suit. La première étape, marquée par le recensement des agents, a permis d'actualiser les fichiers du personnel de l'État et des collectivités territoriales sur la base des données biométriques issues du RAVEC. Phase également marquée, tenez-vous bien, par la création et le développement du logiciel SIGRH et ses outils de monitoring. La deuxième phase, dont le lancement s'effectue en ce jour, concernera l'identification physique des agents par des équipes mobiles constituées au niveau de chaque DRH, j'ai nommé les directions des ressources humaines sectorielles. L'ultime étape bouclera le processus par l'intégration des données biométriques des agents dans le logiciel SIGRH. Le Premier ministre a souligné l'importance de cette opération au regard des résultats attendus à travers son application. Le projet de système intégré de ressources humaines nous engage dans une nouvelle trajectoire de la réforme structurelle de l'administration publique malienne. La mise en œuvre de ce projet de haute portée nationale permettra notamment, premièrement, de disposer d'une base de données fiable sur les effectifs des agents de la fonction publique de l'État et des collectivités territoriales. Deuxièmement, de doter les 2 fonctions publiques d'un système de gestion des ressources humaines intégrant les données du recensement administratif à vocation électorale, à vocation d'état civil RAVEC.
Troisièmement, de réduire la fraude dans la gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales. Quatrièmement, de réaliser les économies d'échelle sur le budget national. Et enfin, cinquièmement, de disposer d'un outil d'aide à la décision en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de transparence, de bonne gouvernance des ressources humaines. Le système intégré de gestion des ressources humaines de l'État est une étape essentielle dans le cadre des réformes administratives liées à la refondation de l'État. En marge de cette cérémonie de lancement, le Premier ministre a visité à Ségou la Comatex, compagnie malienne des textiles. Dr Shogel Koukala Maïga s'est imprégné des conditions de travail des agents et du processus d'impression des tissus au sein de cette usine. Ortem Ségou, Ramata Konate et Karamoko Traoré. Comment évolue la période post-reprise de la Comatex? Quel engouement anime les travailleurs tout en jetant un regard sur la gestion administrative? Ces coins et recoins n'ont pas échappé au Premier ministre lors de cette visite à la compagnie malienne des textiles. Ce que j'ai vu aujourd'hui m'a laissé une grande satisfaction. J'ai rencontré d'abord des travailleurs très conscients et une direction qui a une claire idée de ce que les présidents de la transition, le ministre, le gouvernement, les peuples maliens attendent d'eux et les populations dessus. C'est une visite courte mais pleine de sens, avec des messages d'encouragement et de responsabilité. C'est la consommation des produits de la Comatex par les Maliens qui fera que la Comatex va réussir, entre autres. En plus de la gestion rigoureuse sur laquelle j'ai insisté auprès du directeur. Et je voudrais aussi dire au travers de la Comatex, tenez à la qualité de vos produits. Le gouvernement donne l'impulsion, mais c'est vous, par la qualité de vos produits, par la régularité de votre production et des services que vous allez fidéliser vos clients. S'il y a des insuffisances, dites-le, la direction a des obligations vis-à-vis de l'État. Et ça va encourager votre ministre, qui aujourd'hui ne manque pas d'énergie. Au chef du gouvernement de préciser au cours des échanges que la réussite de la Comatex dépend de nous tous. Il faut que les Maliens se disent que la Comatex, ce n'est pas seulement l'affaire des travailleurs de la Comatex. Ce n'est pas seulement l'affaire des populations de Ségou, c'est l'affaire du Mali. Je voudrais lancer de façon particulière un appel à toutes les écoles de faire le maximum pour commander les tissus scolaires à la Comatex. Ça donnera au moins l'occasion à tous les enfants, riches et pauvres, d'être les mêmes à l'école. Ça permettra aussi de faire vivre au bonheur des populations maliennes cette unité industrielle. J'ai vu aussi du coton hydrophile. J'ai posé la question au directeur, mais pourquoi il y a ce grand stock? Et il m'a fait comprendre que les commandes ne suivent pas. Je suis surpris que nos citoyens manquent souvent de coton hydrophile ou vont l'acheter du coton, vont acheter du coton hydrophile importé de pays qui importent eux-mêmes le coton de chez nous, pour le transformer, le blanchir, le ramener chez nous, le vendre plus cher. Alors qu'on peut acheter le même produit, moins cher, mais la richesse reste en plus dans le pays. Je voudrais donc lancer un appel aux citoyens maliens, aux pharmacies, commander autant qu'il faut les cotons hydrophiles à la Comatex. C'est en cela que l'engagement du président aura un sens.
La Comatex, avec aujourd'hui ses quelques 1300 travailleurs, reste l'une des rares usines créées aux premières années de l'indépendance du Mali et qui soit encore en activité. À rappeler que l'usine était fermée pendant 3 ans, mais grâce à l'engagement et à la détermination du président de la transition, colonel Assimi Goïta, la Comatex a repris service pour le bonheur de tout un peuple. Des nouvelles de nos FAMA sur le terrain. La vigilance des FAMA a permis de déjouer hier, mercredi 25 octobre 2023, une attaque terroriste de grande envergure visant les emprises FAMA de Gao et d'Anefis. 2 colonnes de véhicules terroristes ont été interceptées par les vecteurs aériens FAMA et détruites à mi-chemin des localités de Gao et d'Anefis. Les FAMA continueront à déployer des efforts au quotidien pour assurer la sécurité et l'intégrité du territoire malien. Le Conseil national de la société civile suit avec une grande attention l'application de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies, résolution actée grâce à la détermination des autorités de la transition soutenue par le peuple malien pour le retrait des forces onusiennes de notre pays. Le Conseil national de la société civile salue la détermination du gouvernement soutenu dans l'affirmation de notre souveraineté par les FAMA qui, par leur bravoure, leur professionnalisme et leur anticipation, ont déjoué toutes les violations du processus de retrait de la MINUSMA afin d'assurer leur progression dans la prise de contrôle des emprises dans le respect de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil national de la société civile félicite les autorités de la transition pour l'effort consenti dans l'acquisition d'équipements militaires de pointe adaptés aux enjeux du moment et le renforcement des capacités des différentes unités aujourd'hui opérationnelles pour faire face aux défis engendrés par une agression asymétrique qu'est le terrorisme. Et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a reçu ce jeudi le coordinateur spécial pour le développement au Sahel et la directrice Afrique du PNUD. Les échanges ont porté sur l'intensification des efforts pour accélérer la paix durable dans le Sahel. Les hôtes du jour ont également salué les efforts du Mali dans la lutte contre le terrorisme. Nous y reviendrons dans nos éditions de demain. Les défis et enjeux sécuritaires au Mali et au Sahel, tel est le thème d'un forum qui s'est tenu aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le cadre devrait mettre en exergue les causes profondes de la problématique et dégager des stratégies pour une amélioration durable de la situation sécuritaire. Reportage Mamadi Kone. Initié par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale à travers la cellule d'appui à la coordination des stratégies Sahel et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali CASMAP, ce forum vise à évaluer les nouvelles dynamiques sécuritaires dans notre pays et dans le Sahel. Il doit identifier au passage les défis et les enjeux majeurs. La rencontre s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme de travail annuel de la CASMAP. Analyser l'impact du retrait des forces internationales, Barkhane, G5 Sahel, MINUSMA, etc., sur la situation sécuritaire au Mali et dans le Sahel. Analyser les effets de l'évolution de la situation sécuritaire sur le processus de développement économique et social du Mali et au Sahel. Identifier les défis sécuritaires à relever à court, moyen et long terme. Évaluer le rôle des différents acteurs, gouvernement, société civile, secteur privé, organisations régionales et sous-régionales, africaines, Union africaine, CEDEAO, Nations unies, les partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux face à la problématique sécuritaire au Mali et au Sahel. Le représentant du ministre de la Défense et des anciens combattants a salué la pertinence du thème du forum avant d'inviter les États du Sahel à prendre en charge leur sécurité. On se souviendra qu'il appartient prioritairement au Mali et aux pays du Sahel de définir individuellement et collectivement la marche à suivre de leurs États et l'accompagnement de la communauté internationale ne doit être qu'un appoint. C'est pour cette raison que les conclusions de vos travaux doivent être centrées
sur les compréhensions claires et endogènes de nos problèmes afin que les solutions que nous voudrions apporter soient les plus appropriées possibles. Selon le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, la mise en œuvre des 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali a permis d'inscrire toutes les actions et initiatives du gouvernement dans le cadre de l'amélioration de la vie des populations. L'enjeu est de taille et nécessite des réflexions profondes. Dans ce cadre, plusieurs questions peuvent être posées, parmi lesquelles quelles sont les causes profondes de l'insécurité et quel bilan de stratégies et actions menées depuis une dizaine d'années? Quelles perspectives faut-il entrevoir pour plus d'efficacité et d'efficience des résultats attendus face aux réponses sécuritaires à apporter? Quel rôle doivent jouer les différents acteurs pour une amélioration durable de la situation sécuritaire et socio-économique au Mali et au Sahel? Durant nos travaux, des analyses pertinentes à la hauteur de la qualité de l'expertise des participants permettront de mieux comprendre le nexus paix, sécurité et développement afin de proposer des recommandations à même d'améliorer la situation sécuritaire. Au menu des débats figure l'état de mise en œuvre du retrait de la MINUSMA et la charte du Liptako Gourma. 150 millions de litres de gasoil attendus au port autonome de Conakry dans les semaines qui viennent en provenance de la Russie à destination du Mali. Ce sont là les premières retombées concrètes de la visite de la délégation de haut niveau conduite à Moscou par le ministre de l'économie et des finances, des membres de la société russe Demersk avec laquelle notre pays a conclu un mémorandum d'entente sur l'approvisionnement du pays en hydrocarbures, font partie d'une délégation dépêchée par les autorités maliennes au port autonome de Conakry pour s'assurer des dispositions prises pour accueillir les produits en transit dans ce pays. Le commentaire de Yaya Konaté. C'est une visite d'inspection au port autonome de Conakry. Une semaine après le séjour à Moscou d'une délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances, Conakry, la capitale guinéenne, accueille à son tour une autre délégation dépêchée ici pour s'entretenir avec les autorités portuaires sur les dispositions prises dans le cadre de l'accord relatif à l'approvisionnement du Mali en denrées essentiellement à partir de la Russie. Au sein de la délégation, des membres de la société Demex, une société russe spécialisée dans le négoce de produits pétroliers avec laquelle un mémorandum d'entente a été signé à Moscou sur l'approvisionnement du Mali en hydrocarbures. Le port autonome de Conakry recevra ainsi dans les semaines qui viennent d'importantes quantités de produits pétroliers destinés au Mali en attendant les livraisons d'engrais et de blé. Dans les semaines à venir, 150 millions de litres de gasoil doivent transiter par le port de Conakry. Donc nous sommes venus parler de cette livraison qui est annoncée. Il s'agit donc pour nous, à la suite de la visite d'une importante délégation du gouvernement du Mali récemment en Russie, de faire le point des mesures qui ont été arrêtées ou des mesures à prendre pour faire face à l'arrivée prochaine d'importantes quantités de pétrole, d'engrais et de blé destinés au Mali. La délégation malienne conduite par Modibo Maïga, conseiller technique au ministère de l'économie et des finances, a rencontré les responsables du port autonome de Conakry, de la société Alport Conakry, concessionnaire du port, ainsi que ceux de la SGP, la société guinéenne des pétroles. Des acteurs qui n'entendent ménager aucun effort pour la réussite de l'opération, conformément à la volonté des chefs d'État du Mali et de la Guinée. Nous avons discuté des conditions d'accueil. Nous avons assuré en tant que concessionnaire soutenir la politique du gouvernement guinéen qui a une relation privilégiée avec le Mali. Et nous avons à cet effet rassuré la délégation que dès l'arrivée du navire à quai au port de Conakry en rade, il sera pris en charge pour assurer le déchargement continu. Et maintenant, nous avons discuté aussi des conditions de stockage. Et vous savez qu'en Guinée, il y a une entité qui est chargée de la gestion des produits pétroliers, qui est la SGP, et qui va être associé à ça pour permettre l'approvisionnement continu des camions. Et nous avons aussi exploré de nouvelles pistes par rapport aux espaces de stockage mobile. Et nous comptons dans les jours à venir faire des assises, des discussions, approfondir des discussions pour mettre ça en place et faciliter
le transit des produits pétroliers maliens. Il est à préciser que dans le cadre de l'accord conclu en novembre 2022 pour l'approvisionnement du Mali en denrées à partir de la Russie, 2 navires de blé de 25 000 tonnes chacun ont déjà été reçus au port autonome de Conakry. Des cargaisons traitées avec beaucoup de diligence et d'efficacité par la partie guinéenne. Fin de formation professionnelle pour 80 enfants de militaires à Sévaré, une initiative de la direction du service social des armées et en collaboration avec la NPE. 45 des 80 stagiaires ont bénéficié d'équipements. La cérémonie de remise est couplée à l'inauguration d'un atelier de coupe et couture. Les précisions avec Bemba Sibi et Suleiman Tepsugui. 80 orphelins et enfants de militaires ont bouclé une session de formation de 4 mois dans des métiers porteurs comme le carrelage, l'électricité, la peinture, la plomberie, entre autres. Après la formation, 45 d'entre eux ont bénéficié d'équipements pour les permettre de se mettre à leur compte. Aujourd'hui, il s'agit de la création de 45 emplois directs et 135 emplois indirects dans les corps de métier, ici des filières porteuses de l'économie régionale des Mopti. Il faut dire, ces unités pourront utiliser 3 apprentis, 3 apprenants pour chaque unité. Ceci donc fera à la fois de la formation et insertion un lien vers la création de richesses et des emplois. Cette formation et la mise en route de 45 stagiaires sont le fruit d'une collaboration entre le ministère de la Défense à travers le service social des armées et l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi qui a financé le projet à hauteur de 5 millions de francs CFA. Ce geste philanthropique pour le bien-être des militaires et leurs familles est aussi, en ce qui concerne les 40 restants, la direction du service social des armées s'attelle avec ses partenaires pour qu'ils puissent recevoir leur kit d'accompagnement. La dite formation a concerné les filières suivantes: électricité bâtiment 29, carrelage 15, plomberie 13, peinture bâtiment 5, menuiserie métallique 16 et ferrailler 2. La cérémonie de remise des kits d'équipement aux stagiaires qui s'est tenue au camp Amadoun Bokari Bari di Balobo de Sévaré a été couplée à l'inauguration de l'atelier de coupe et couture offert par l'Union des jeunes juristes du Mali à l'association des femmes du camp de la 6e région militaire, un atelier qui a coûté plus de 45 millions de francs CFA. Ouverture ce matin à Bamako de la 3e édition du Salon des entrepreneurs et acteurs du digital. Cette rencontre annuelle se veut un cadre d'échange et de partage entre professionnels avec comme objectif la valorisation du potentiel malien dans le domaine des TIC. La rencontre qui va durer 3 jours est parrainée par le ministre en charge de la communication de l'économie numérique. Le reportage de Modibo Mariko. MDA, Mali Digital Awards, ou le respect d'un engagement pris il y a 3 ans. Ces rendez-vous de la communauté digitale se veut un cadre fédérateur face à la révolution numérique, mais une réponse au constat de la fracture du même nom. Dans ce contexte, la synergie des acteurs, organisations, entreprises et institutions a un rôle fondamental à jouer. Le challenge pour nous est de transmettre et d'utiliser au mieux le digital. C'est la raison pour laquelle le MDA existe. MDA 2023 porte en elle une innovation majeure parmi tant d'autres. Nous avons décidé d'élargir cette année notre champ d'action en rendant opérationnel notre nouveau label que je nomme le Mali Digital Accelerator, qui permettra aux startups de bénéficier de financements issus de nos levées de fonds. L'édition de cette année est co-organisée avec la SMTD, avec comme pays invité l'Algérie et comme parrain les ministres de la communication et de l'économie numérique. Un partenariat stratégique autour du thème central, la crise accélérateur de transformation digitale. Un thème qui entend faire comprendre la puissance redoutable que représentent les outils de la révolution numérique et être du coup porteur des réponses aux défis numériques actuels de notre pays. Vous comprendrez aisément avec moi que l'enjeu aujourd'hui pour notre pays est d'amplifier l'usage du numérique dans tous les comportements de la société, notamment l'administration publique, les entreprises quelles qu'elles soient, les citoyens à tous les niveaux, afin d'aboutir à une mutation qui propulsera notre pays dans les cercles des pays émergents. C'est pourquoi le gouvernement est engagé à investir dans le développement de l'économie numérique et à moderniser notre administration pour répondre aux besoins de nos citoyens à travers les systèmes de paiement des biens et des services en ligne
et des services électroniques offerts aux usagers. Je suis convaincu qu'ensemble, et j'insiste bien sur le mot ensemble, que nous pouvons accomplir de grandes choses et construire un avenir meilleur pour notre pays. Les participants entre ateliers de formation et panels tenteront en l'espace de 3 jours de créer une plateforme nationale dédiée au partage et aux échanges d'expériences entre professionnels d'éthique, mais surtout de valoriser le potentiel des entrepreneurs maliens, entre autres objectifs de ces salons. Religion. La période d'inscription pour le Hajj 2024 est comprise entre le mois d'octobre 2023 et mars 2024. Cette nouvelle disposition est prise par les autorités saoudiennes pour mieux gérer l'opération du pèlerinage. Ces informations ont été données lors du lancement de la campagne 2024 du Hajj. C'était en présence du ministre en charge des Affaires religieuses, Batraouri. S'inscrire avant fin mars 2024 pour être parmi les pèlerins du Hajj 2024. C'est la nouvelle règle édictée par les autorités saoudiennes. Ce nouveau chronogramme rendu public donne le top départ de la campagne 2024 du Hajj au Mali. Cette décision est justifiée par le souci de moderniser le processus d'inscription conformément aux nouvelles dispositions du pays hôte, le Royaume d'Arabie Saoudite. Ils nous ont expliqué que les travaux doivent être finis à partir du mois de mars 2024. Mars 2024, on doit finir avec l'inscription de l'ensemble de nos pèlerins et commencer la programmation des vols. Une bonne opportunité pour les agences de voyage de la filière privée qui se reconnaissent en ce nouveau chronogramme. Nous sommes un peu acteurs de cette situation, dans la mesure où nous avons toujours demandé à ce que les gens commencent les appels très tôt, afin que nous puissions avoir tout fin prêt pour aller au Hajj. Pour évaluer les pays, il a été conçu une ligne avec 3 couleurs, vert, jaune, rouge. Le vert de septembre à janvier. Il est idéal et récompense les pays qui finissent leurs activités en rapport avec les Hajj. Le jaune de janvier à février, il est passable. Le rouge, ça c'est du mars, il est la limite et la zone à éviter. Je suis encouragé par votre volonté de relever les défis et de trouver un consensus autour de la répartition équitable et transparente des quotas. Le Mali disposera cette année du même quota que l'année passée, c'est-à-dire 12 300 pèlerins, et le coût de l'opération ne devrait pas beaucoup évoluer selon le président de la maison du Hajj. Pose de la première pierre ce matin du nouveau siège de la Caisse nationale d'assurance maladie Canam. Plus de 16 milliards de francs CFA seront investis pour la construction de cette bâtisse de 11 étages. Reportage Boubacar Kanouté. La date du 26 octobre 2023 restera gravée dans les annales de l'histoire de la Caisse nationale d'assurance maladie, Canam. Dans 36 mois, la structure sera logée dans son propre local après plus d'une décennie de location. Ce bâtiment de 11 niveaux qui sortira de la terre embellira sans nul doute le paysage urbain de la capitale. Cette réalisation permet de regrouper tous les services et directions de la Canam sur un seul site et de fédérer les énergies des travailleurs. Une manière pour la structure de jouer pleinement sa mission sociale. Je voudrais exprimer toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, pour son soutien inestimable au secteur de la santé en général et à la protection sociale en particulier. Ce nouveau bâtiment témoigne de l'engagement de chacun et de chacune pour l'excellence de l'amélioration de la santé et du bien-être de nos populations. Il est l'émanation de notre volonté de fournir un environnement de travail moderne et fonctionnel aux employés. Je suis convaincu qu'une fois l'ouvrage terminé, il servira de cadre d'innovation, de bonne collaboration et de solidarité dans lequel le travail continuera à se faire avec dévouement afin d'offrir une protection sociale de qualité à tous les assurés. D'un coût de plus de 16 milliards de francs CFA sur fonds propres de la Canam. Cette réalisation suscite une lueur d'espoir, ce qui dénote l'engagement de la structure à aller toujours plus loin. La Canam, depuis sa création, ça fait plus de 10 ans, n'a pas de siège en son nom. Elle occupe plusieurs bâtiments sur différents sites dont le coût
grèvent considérablement le budget de la CANAM. Ce jour 26 octobre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion cadre bien avec les missions de la CANAM, à savoir la prise en charge des assurés et de leurs ayants droit. Pour la réalisation de ce cadre de travail, le Bureau d'études techniques et d'architecture SPAD, une société de droit malien, a été retenu. C'est un bâtiment imposant qui sera le dominant urbain futur de la zone. Le projet a été conçu par des spécialistes maliens, ingénieurs architectes. Donc c'est du consommé malien, conformément aux idéaux de la transition. Dans la foulée de cette pose de la première pierre, le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Diallo Touré, a salué le travail remarquable abattu par les hommes et les femmes de la CANAM pour le bien-être des usagers. Ouverture hier à Bamako des travaux du premier congrès de la Société malienne d'épidémiologie, SOMEPI, couplé à la 6e conférence de l'Association africaine d'épidémiologie. Les chercheurs de 39 pays à travers le monde doivent partager leurs expériences pendant 3 jours pour proposer des solutions de riposte aux maladies infectieuses qui font ravage dans le monde. On fait le point avec Koumba Sissé. Face à l'ampleur des maladies infectieuses, plus de 500 experts de la santé publique et de l'épidémiologie venus de 39 pays de divers continents partagent leurs idées sur la question suivante. Comment contrôler et riposter rapidement contre ces maladies? Le cadre choisi à cet effet est naturellement le premier congrès de la Société malienne d'épidémiologie, SOMEPI, couplé à la 6e conférence de l'Association africaine d'épidémiologie. Au centre des débats, les maladies émergentes et réémergentes, le rôle de l'épidémiologiste en Afrique et de l'intelligence artificielle en santé publique. Nous assistons aujourd'hui à une flambée de ces maladies émergentes et réémergentes. Covid a passé par là, l'épidémie de dengue après le virus d'Ebola. En plus de ces maladies infectieuses, nous assistons aussi à l'émergence des maladies non transmissibles, comme les maladies cardiovasculaires et le diabète. Cette initiative est appuyée par les Centres pour le contrôle des maladies et leur prévention, CDC African, CDC Mali et l'USAID. 5 sous-thèmes seront abordés au cours des travaux, parmi lesquels la surveillance et le contrôle des maladies transmissibles et non transmissibles, les maladies tropicales négligées et la santé maternelle et infantile dans la région. Des sujets qui préoccupent les éminents chercheurs et les décideurs. En effet, seules les actions coordonnées peuvent concourir à mettre nos populations à l'abri de ces maladies et éviter en conséquence les graves implications sur leur bien-être. En co-organisant ce premier congrès, la SOMEPI avec l'Association africaine d'épidémiologie nous ouvre la voie de l'espoir face à des maladies émergentes et réémergentes, dont l'incidence réelle augmente de façon significative. Parmi ces maladies, on peut citer la COVID-19, la dengue, la fièvre de la vallée, la poliomyélite, la fièvre jaune, l'Ebola et la maladie de la vallée de Rift. Avant la visite des stands qui a bouclé les activités de la cérémonie d'ouverture, les sourds-muets, par la voix de leur président, ont lancé un cri de cœur pour leur accès aux services de soins, car, souligne-t-il, la communication est un véritable handicap. Santé toujours, 63 ans de coopération sino-malienne. Ce soir, notre rédaction s'intéresse à la mission médicale chinoise au Mali. Cette équipe périodiquement renouvelée dans notre pays est à sa 28e mission. De Markala à Bamako en passant par Sikasso et Kati, les médecins chinois ont beaucoup contribué à la santé des populations maliennes, à la formation des médecins maliens et au renforcement du plateau technique des différents hôpitaux, précisément de l'hôpital du Mali. Gros plan sur la coopération médicale sino-malienne avec Koumba Sissé et Sidi Modibo Dambeli. Il y a de cela 60 ans, Chinoises et Maliens se sont donné la main pour une coopération bilatérale mutuellement avantageuse. De cette date à nos jours, les deux pays cheminent ensemble au gré d'une coopération qui s'améliore au fil du temps dans tous les domaines. La République populaire de Chine a beaucoup investi au Mali dans différents secteurs du développement de notre pays, notamment dans le domaine de la santé. La coopération médicale entre les deux pays a commencé
en février 1968. Au début, la mission médicale chinoise s'est située à Massina et Margala. Tous les 18 mois, l'équipe de la mission médicale chinoise se renouvelle. Aujourd'hui, la 28e mission avec un effectif de 23 médecins est présente à l'hôpital du Mali, fruit de la coopération entre les deux pays. C'est à partir de 2012 que l'ensemble de la mission a été regroupé à l'hôpital du Mali. Chaque année, chaque mission quand même donne le meilleur d'elle. Mettre sur place des technologies les plus avancées, former les médecins maliens et financer des projets innovateurs en matière de santé, telles sont quelques grandes réalisations de la coopération chinoise au Mali. Pour l'hôpital, on a les spécialités comme la médecine, en particulier l'endocrinologie et les maladies métaboliques, la chirurgie thoracique et cardiovasculaire, la neurochirurgie. Nous avons la gynécologie et la pédiatrie. En termes de services techniques, on a le laboratoire et l'imagerie. Et il y a aussi la formation continue, soit sur place en termes de vidéoconférence, où les spécialistes maliens vont en Chine pour les stages de perfectionnement. Il faut souligner l'ouverture de l'unité de procréation médicalement assistée. Le bâtiment a été construit par l'État malien. Les équipements, la formation sont pris en charge par les partenaires chinois. En plus de cela aussi, on a la radiothérapie pour la prise en charge des malades atteints de cancer. Le bilan en termes de dons, en termes monétaires, ça va jusqu'à 350 millions de dons de médicaments, équipements en moyenne par an. Et depuis 2012 à maintenant, ils font en moyenne 27 000 consultations. Si la coopération sino-malienne produit des résultats fort louables dans le domaine de la santé, des contraintes et obstacles demeurent. Ceci se résume principalement à des difficultés d'ordre linguistique. Avec l'implication des interprètes, le corps médical des deux pays arrive à franchir ces obstacles, à travailler ensemble pour offrir un soin de qualité aux populations. Quand on a des malades, on discute ensemble et on prend la décision tous ensemble. Et il faut dire que grâce à cette équipe, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées à l'hôpital du Mali. Donc notamment en arthroplastie, au niveau de la hanche, au niveau des genoux et l'arthroscopie. J'ai été opéré ici à l'hôpital du Mali. Donc je viens chaque fin du mois pour le contrôle. On voit qu'il y a du sérieux, la coopération, vraiment, on peut dire, vraiment, ça se passe très bien. Dans l'avenir, des projets doivent être réalisés pour prendre en compte la création et l'équipement des nouvelles unités. Les perspectives, c'est de continuer surtout à développer les surspécialités avec le partenaire chinois. Le projet qui a en cours, la procréation médicalement assistée, il y a d'autres formations qui auront lieu. En plus de cela, on veut quand même des domaines d'endoscopie, parce que c'est les Chinois seulement qui font l'endoscopie. On veut que les Maliens aussi puissent être formés pour être autonomes. Il y a d'autres formations dans le cadre de la neurochirurgie aussi qu'on a demandé, ils ont donné leur accord. Comme vous avez dû le constater à travers ce reportage, le bilan de la coopération sino-malienne est satisfaisant. Et ce partenariat qui s'inscrit dans la durée a sans doute de beaux jours devant lui, à en croire les responsables sanitaires des deux pays. Et dans notre édition de demain, un focus sera fait sur le secteur de l'agriculture. Opérationnalisation de la Direction nationale des droits de l'homme. Un atelier est organisé par le département en charge de la justice sur le sujet. La nouvelle structure devra assurer la prise en charge des différentes préoccupations dans le domaine des droits de l'homme. Compte rendu, Mamadou Fane. Après un long processus, le Mali s'apprête à opérationnaliser la Direction nationale des droits de l'homme, une direction en charge de la coordination et de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de l'examen périodique universel de vulgarisation du rapport relatif au 4e cycle adopté le 2 octobre lors de la 54e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, d'où cet atelier de validation organisé par le ministère de la Justice et des droits de l'homme. Il est heureux de constater
que l'opérationnalisation de cette structure intervient dans un contexte partenarial favorable au regard de la dynamique qui s'est installée dans le cadre de la participation de notre pays à l'examen périodique universel. Il s'agira non seulement d'identifier les structures porteuses de chacune des recommandations que notre pays a acceptées, mais aussi de les inviter à engager des actions pour mettre en œuvre ces recommandations durant les 4 prochaines années et demie à venir. Cet atelier vise à créer les conditions nécessaires permettant l'ancrage institutionnel adéquat de cette nouvelle structure servant d'interface entre l'État et les structures intervenant dans le domaine des droits de l'homme. Notre pays a démontré, une fois de plus, son attachement à la promotion et à la protection des droits de l'homme en tant que nation, dont les valeurs en cette matière sont brillamment illustrées par la charte de Kourkanfougan de 1236. Aussi, la nouvelle constitution promulguée le 22 juillet 2023 a davantage renforcé la prise en charge des questions des droits de l'homme en consacrant les 22 premiers articles aux droits fondamentaux du citoyen. Cette formation regroupe les organisations de la société civile, le secteur privé et les représentants des différents départements ministériels. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a procédé à la validation du projet d'organigramme du département. Les experts, conformément aux orientations, apportent une révision pour une harmonisation des services. À l'issue de l'atelier, il est attendu une mutualisation des efforts pour renforcer la performance de la justice malienne. Kadiga Toukoune et Abdoul Salam Bambara ont suivi pour nous. Cette rencontre bilatérale est une prise de contact entre le chef de la diplomatie malienne et les responsables du programme des Nations Unies pour le développement. La rencontre porte sur le partenariat Mali-PNUD. Les deux parties échangent notamment sur l'accompagnement du processus de la transition. La directrice Afrique du PNUD et le ministre Diop ont évoqué les nouvelles approches de coopération, notamment dans le domaine de la paix et du développement. Nous avons discuté du développement et des problèmes de sécurité et on a convenu et on est d'accord qu'on ne peut pas avoir du développement sans la sécurité. Il faut que ça soit fait de tandem, que ce soit fait de concert pour qu'on puisse arriver à un développement qui est périn. Alors on a parlé aussi de l'appropriation, le fait que le Mali a décidé de prendre sa destinée dans ses mains. On est venu à l'écoute pour voir comment on peut ensemble travailler pour matérialiser ce qu'ils ont décidé de faire comme priorité et comment on peut accompagner ce pays pour réaliser ses ambitions. Cette rencontre a aussi permis de mettre l'accent sur quelques initiatives majeures en cours de préparation. Le Sahel n'est pas seulement une somme de pays, c'est une région. Et donc la solidarité est extrêmement importante. Nos populations ne connaissent pas les frontières. Et donc il va falloir qu'on accompagne cette dynamique régionale, mais une solidarité régionale franche et agissante. Et l'expérience du Mali et ce qui se développe dans la région nous réconforte dans cette vision que le Sahel est en train de se faire et qu'ensemble on va y arriver. Le ministre Abdoulaye Diop a salué le partenariat entre le PNUD et le Mali, puis s'est réjoui des réalisations et avancées déjà obtenues dans ce sens. L'école de maintien de la paix à l'UNBI a abrité ce jeudi le lancement du réseau Sahel de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Le réseau est initié et dirigé par l'ONG Think Peace avec l'appui financier du Fonds d'appui aux moteurs du changement du Royaume du Danemark. Il vise à renforcer la résilience des communautés face à la crise sécuritaire et accompagner les autorités des 3 pays, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Abdul Karim Kaba. Conjuguer les efforts afin de faire face à la crise sécuritaire qui secoue le Sahel tout en accompagnant les plus hautes autorités des 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, tel est le credo du réseau Sahel. En initiant ce réseau, l'ONG Think Peace ou Pensons Paix et ses partenaires veulent lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Depuis Sahel, organisation non gouvernementale, le droit malien dédié à la prévention et gestion des conflits, à la prévention de l'extrémisme violent et à la promotion de la paix, a pour mission de contribuer au renforcement de la résilience des communautés face à la crise sécuritaire qui sévit dans la région du Sahel. Notre approche s'appuie
sur des valeurs de dialogue, de compréhension et de collaboration. Au-delà des rencontres ou des sessions, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'institution civique et de la Constitution citoyenne, non moins ancien coordinateur de l'ONG Think Peace, prône les actions sur le terrain pour atténuer la souffrance des populations. Le pays a pris des trajectoires qui sont cruciales et cela demande à ce que les différents acteurs que vous composez au sein du réseau ne vous limitez pas à faire des réunions et des ateliers. Il faut que vous soyez des acteurs de réponse. Aujourd'hui, les communautés ont besoin de réponses et beaucoup moins de paroles. Donc à ce stade, j'attirerai votre attention au niveau du réseau à ce que vous vous mettiez en mission à la suite de la mise en place de ce réseau. La paix et la solidarité sont des valeurs sûres au Mali. Donc, ce réseau est la bienvenue. J'ose espérer que le réseau Sahel va renforcer significativement la résilience des communautés face à la crise sécuritaire pour accompagner nos gouvernements respectifs dans la prise des décisions éclairées en vue de prévenir et de limiter les incidents sécuritaires et de mieux protéger nos citoyens. Le réseau Sahel est donc un regroupement de 50 ONG et organisations de la société civile des 3 pays. C'est là pour mieux véhiculer les messages de paix. Ce 26 octobre 2023, le Mali célèbre les Journées mondiales de l'habitat et des villes. La célébration est mise à profit par le ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat pour lancer le projet de résilience urbaine de Bamako. Il est financé par l'État et la Banque mondiale à hauteur de 168 milliards de francs CFA. Compte rendu Fademba Keita. La célébration des Journées mondiales de l'habitat et des villes est l'occasion pour le département de tutelle et les directions techniques rattachées de faire des métropoles du pays des villes coquettes et résilientes. C'est dans le cadre de ces journées que le premier responsable de l'urbanisme, de l'habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population lance officiellement l'atelier d'appropriation sur le projet de résilience urbaine de Bamako-Priba. Le projet, qui donnera un impact très attrayant à nos villes, est financé à plus de 168 milliards de francs CFA par l'État et la Banque mondiale. Sa durée de mise en œuvre est de 6 ans. Dans sa mise en œuvre, il est prévu d'apporter des solutions aux questions des gestions des déchets solides. Et un autre volet, c'est également l'assainissement liquide. Une autre composante de ce projet, c'est les questions de drainage qu'on appelle les infrastructures de résilience. Donc la réalisation d'un certain nombre de collecteurs dans les districts de Bamako. Les thèmes respectifs des Journées mondiales de l'habitat et des villes, à savoir des économies urbaines résilientes, les villes motrices de la croissance et du relèvement et financer un avenir urbain durable pour tous, vont en droite ligne des objectifs du projet. Les actions du projet s'articulent autour des activités suivantes. La réalisation d'infrastructures résilientes incluant les opportunités de mobilisation de l'investissement privé et le renforcement des capacités institutionnelles et l'utilisation des technologies numériques. Elles s'inscrivent pour l'essentiel dans le contexte de la politique nationale de la ville adoptée par le gouvernement du Mali en 2014, du document cadre de politique nationale de décentralisation adopté en 2016 et de la politique nationale de l'assainissement adoptée en 2009, ainsi que du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, communément appelé CRED 2019-2023. Les composantes du projet, amélioration de la gestion des déchets solides, celle de la performance des services de gestion des dits déchets, les investissements dans les infrastructures résilientes et autres ne sauraient combler les attentes sans civisme et engagement patriotique de tous les citoyens. Octobre urbain, c'est une campagne destinée à mettre l'accent sur les défis mondiaux en matière d'urbanisation. La question revêt une importance capitale pour notre pays. En effet, selon les statistiques, d'ici 2030, un Malien sur 2 sera un habitant des villes. Qu'est-ce qui favorise cette urbanisation galopante et quelles en sont les conséquences? Drissa Koulibaly, conseiller technique au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population, au micro de Yaya Konaté dans l'invité de la semaine. Si je prends le cas malien, c'est surtout, il y a vraiment les aspects économiques.
il y a aussi les aspects, les changements climatiques. Donc tout récemment, nous avons assisté aussi à l'insécurité, les conflits au nord du pays, au centre. Donc cela va amener, puisque si vous parlez d'urbanisation, vous parlez de concentration humaine et vous parlez aussi en fait du développement de l'extension de la ville. Donc s'il y a ça, ça va amener à satisfaire vraiment les préoccupations de ces populations. C'est quoi? En logement, la satisfaction en équipement, en infrastructure. Aussi, il va s'y poser aussi un problème de gouvernance. C'est aussi la gouvernance locale qui est là. Donc il va falloir vraiment trouver une solution, prendre en charge vraiment tous ces aspects. Un Malien sur 2 qui sera habitant des villes à l'horizon 2030, est-ce que la situation est plutôt inquiétante ou c'est dans l'ordre normal des choses? En fait, la situation n'est pas inquiétante puisque l'homme doit être prêt à affronter les défis. Nous sommes là pour ça, le département est là avec l'accompagnement des plus hautes autorités. Et je pense que les dispositions sont en cours pour y faire face. Voilà l'invité de la semaine à suivre après la météo. Sport, football, la 34e Coupe d'Afrique des Nations, c'est pour bientôt en Côte d'Ivoire. Le ministère en charge des sports vient de donner le ton de la mobilisation pour une participation générale du Mali à la plus grande fête footballistique du continent. Pour réussir ce pari de la mobilisation, une commission nationale regroupant 52 personnes de différentes couches va être mise en place. Le point avec Aridjou Martina. Le ton de la mobilisation générale pour la participation du Mali à la 34e Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire est donné à travers cette cérémonie par le département en charge des sports. Aux côtés du ministre en charge des sports, pour sonner déjà la mobilisation, le premier vice-président de la Fédération malienne de football, la DNCEP, et le représentant de la présidence, c'est là à 2 mois et quelques jours de la plus grande messe du football continental. Cette mobilisation, nous la voulons vraiment très populaire, parce que nous voulons que chaque Malien, chaque citoyen puisse être mobilisé pour la mobilisation, la participation et l'appui que nous pouvons faire au niveau de l'équipe nationale. L'appui, ce sont les supporters, c'est le fait d'être là, de pousser les gens à les encourager, parce qu'ils ont besoin d'énergie. La 34e CAN en Côte d'Ivoire sera la 13e participation du Mali. La compétition est juste à côté et la mobilisation ne doit pas être ordinaire, mais plutôt grandiose à tous les niveaux pour qu'au soir du 11 février 2024, que le Mali puisse amener à la maison le Graal continental. Nous avons des ambitions pour la Côte d'Ivoire. Et ces ambitions-là, c'est d'aller jouer et de remporter la coupe, de ramener la coupe à la maison. Et cela demande à ce qu'il y ait toute la population derrière. Au niveau du département en charge des sports, les signaux sont déjà positifs. Et le reste du travail pour relever le pari de la mobilisation sera fait par une commission nationale. À ce stade, aujourd'hui, il y a des engagements qui sont pris. Nous avons mis une commission en place qui doit commencer également ses travaux. Et cette commission va apporter beaucoup plus d'éléments au fil du temps. Il est important que tous les Maliens s'investissent en ambassadeurs pour appuyer cette équipe, en ambassadeurs pour supporter cette équipe. À travers ces lancements, tout laisse à croire que la mobilisation autour des Aigles du Mali, logés dans le groupe E à Korogo, en compagnie de la Tunisie, de l'Afrique du Sud et de la Namibie, sera totale. Je l'avais annoncé, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, a procédé à la validation du projet d'organigramme du département et les experts, conformément aux orientations, apportent une révision pour une harmonisation des services. À l'issue de l'atelier, il est attendu une mutualisation des efforts pour renforcer la performance de la justice malienne. Kadiga Toukoune et Abdou Salam Bambara. Bâtir un service unique de justice équitable, c'est tout le sens de cet atelier. Avec les nouvelles orientations, le ministère en charge de la justice revoit son organigramme pour une réorganisation harmonieuse des services centraux. Ce jour, le projet d'organigramme est soumis à l'appréciation des différentes structures pour recevoir l'onction de validation. En vue de prendre en charge les principales observations découlant de la pratique et du fonctionnement des services, faisant ressortir notamment les chevauchements et les insuffisances, les objectifs fixés au groupe de travail consistaient à clarifier les missions des services
indiquées en vue de mettre un terme au chevauchement des compétences et attributions. L'amélioration constante de nos méthodes et pratiques doit être une quête permanente. Cette révision vise également l'édification d'un système judiciaire performant capable d'assurer pleinement son rôle. Il est important de rappeler que dans le but de permettre à la justice de jouer pleinement son rôle et de faire face aux principaux défis du secteur, les plus hautes autorités du pays ont décidé de relever la part du budget du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme qui était de 0,80% à 1,45% dans le budget d'État. Il me plaît à ce propos de rappeler que la justice, comme toujours rappelé, fait sa mue, doucement mais sûrement, avec méthode et perspicacité, et que nous tenons à lui imprimer un rythme rationnel afin d'instituer une justice qualitative, respectable et respectée. Ce travail minutieux réalisé par des experts est appuyé par le PNUD. L'appui à cet atelier s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la stabilisation du Mali à travers le renforcement de l'état de droit, en abrégé PROSMED, mise en œuvre conjointement par le Programme des Nations Unies pour le développement et l'Organisation des Nations Unies pour les femmes, ONU Femmes. Ce programme bénéficie de l'appui technique et financier de plusieurs partenaires, dont l'ambassade du Royaume des Pays-Bas et le Fonds des Nations Unies de consolidation de la paix. Le secrétaire général du ministère de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, exhorte les participants à analyser et à apprécier en toute objectivité la qualité du dit projet. Il les invite également à faire des propositions pertinentes et utiles afin qu'à l'issue de cet atelier, le ministère puisse disposer d'un outil efficace d'organisation et de travail. Ségou vient d'abriter le premier salon des industries culturelles et créatives en Afrique de l'Ouest, SICAO. Les régions du continent ont préparé ce rendez-vous qui a tenu toutes ses promesses. Cheikh Oumar Sangaré revient ce soir sur les spectacles de la rencontre. Un non-voyant à la percussion, une artiste pluridisciplinaire sur la scène. Dji Eka de la Côte d'Ivoire, danseuse, chorégraphe et chanteuse. Je suis bien sentie déjà et je voulais profiter de votre micro pour dire un grand merci aux organisateurs du SICAO et merci à ce public de Ségou. La femme voilée Kalam du Burkina Faso a fait résonner son instrument de prédilection, le koundé. Tina Kakpo, la béninoise, a présenté une portion de son projet Harmazone ou l'Amazone de l'art. Et ça relate tout ce qu'on vit comme émotion, comme pression, comme difficulté en tant qu'artiste femme. El Maestro du Sénégal était également au cœur de ces showcases. J'ai chanté 3 chansons. L'un c'est Je suis albinos. Je faisais un hommage aux albinos. Je fais un coucou à papa Salif Keita. Un showcase est un mini-concert qui permet à un artiste d'un certain niveau d'exposer son talent devant un public essentiellement composé de professionnels du secteur. Ici, parmi le public, 150 professionnels de l'art étaient face aux artistes. Il était un peu comme nécessaire et bien de passer à une phase un peu comme pratique pour pouvoir ramener à Ségou ces différentes ICC qui sont en train de se créer, qui sont déjà créées, qui sont en train de fonctionner. Toute initiative qui contribue à créer un pont pour que les peuples, les acteurs d'un même secteur se rencontrent afin de donner, de diffuser du bien, de la joie, ça c'est à saluer. Oui, le SICAO, avec la participation d'une trentaine d'entreprises culturelles venant de 25 pays, est un pont qui a permis le regroupement des artistes et acteurs culturels du continent. La nation malienne a rendu hommage cet après-midi à Bamoussa Touré, coordinateur des chefs du quartier de Bamako, rappelé à Dieu le 24 octobre des suites d'une maladie à l'âge de 82 ans.
L'enseignant à la retraite depuis plusieurs années s'est fait remarquer durant son existence par sa capacité d'écoute, de conciliation et des citoyens exemplaires au service de sa communauté et du pays tout entier. Le regretté Ba Moussa Touré a reçu les honneurs de ses proches et des autorités du pays au stade Omnisport Modibo Keïta. Fousseini Tunkara. Difficile de l'admettre, mais nul ne peut contre la volonté divine. Sur cette table, au milieu de cet espace annexe du stade Omnisport Modibo Keïta, est couché l'un des valeureux leaders coutumiers du Mali. Il s'agit de Ba Moussa Touré, chef de quartier de Médina Koura et coordinateur des chefs de quartier de Bamako. Il a été rappelé à Dieu le mardi 24 octobre, perdant ainsi son dernier combat contre une maladie. Les premiers propos de cette cérémonie mortuaire ont été réservés à sa famille et à ses plus proches collaborateurs. Sa vie productive s'est écoulée en 3 étapes essentielles: l'éducation, la politique et la chefferie traditionnelle. L'éducation, il a été jeune instituteur brillant avant d'accéder à l'école normale supérieure pour ensuite être professeur d'enseignement secondaire. Ensuite, il a découvert la politique sous l'Union démocratique du peuple malien. Il s'y est intéressé et s'y a engouffré pour gravir les échelons. On l'a retrouvé d'abord deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et ensuite premier vice-président de l'Assemblée nationale. À l'ère démocratique, Ba Moussa s'est consacré à la chefferie traditionnelle. Un éducateur hors pair, animé que de bonne foi, de doter le Mali des cadres dignes pour assurer son développement. Un hommage particulier à la République, au président de la transition et à l'ensemble du gouvernement, du CNT et à toutes les institutions de la République pour avoir appuyé la famille, rendre cet hommage digne de l'homme. Durant ses 82 ans sur Terre, le pays a pleinement profité de ses expériences. Conciliateur convaincu, Ba Moussa Touré a participé au rapprochement des positions entre l'État et ses partenaires sociaux à plusieurs reprises. Voir donc ce beau monde à cette cérémonie en premier rang les autorités de la transition n'a rien de surprenant. D'ailleurs, c'est un devoir de mémoire et de reconnaissance envers l'illustre disparu. Un devoir moral, parce que il a accompagné le Mali dans toutes les difficultés. Un devoir de reconnaissance en tant que chef de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation du district de Bamako. Il a prévenu et géré plusieurs conflits dans l'ombre. Un accompagnement de taille qui nous a permis d'être présents ici à ces obstacles. Il s'est battu corps et âme pour la reconnaissance et la restauration des légitimités traditionnelles du Mali. Son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, le président du CNT, le colonel Malik Diaw, et tout le gouvernement me charge de transmettre à ta famille et à toutes les légitimités traditionnelles leurs condoléances les plus attristées. Après cette série de témoignages et la prière funéraire, le regretté Ba Moussa Touré, leader coutumier et enseignant émérite à la retraite, a été conduit au cimetière de Niarela où il repose désormais, laissant dans l'émoi tout un pays. Toutes nos condoléances à la famille Touré. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur ORTM1.